Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV. Un temps de parole aujourd'hui consacré à la problématique des PMI. Vous l'avez certainement vu dans France Mayotte matin, vous l'avez certainement entendu ce matin sur Kwezi FM ou hier soir sur KTV dans le JTM de Abi Saïd Adinani. Avec ces images bouleversantes que l'on a pu vous diffuser hier sur ce plateau, on a Sarah Moussoun. Sarah Moussoun, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Sarah, quand on voit l'état de la PMI et les lamentations de la responsable, on se pose qu'une question, c'est comment on a pu en arriver là ? Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui perdure depuis un certain temps. Nous avons alerté depuis plusieurs mois, je peux dire, même là, à l'époque où j'étais encore dans la majorité du président Daniel Zaidani. Et c'était un des points où le conflit a apporté que je puisse prendre cette décision de quitter cette majorité. C'était parce que j'ai été alertée plusieurs fois par d'abord les infirmières. Il y a eu un premier problème, si vous vous rappelez, par les infirmières des PMI concernant la problématique des vaccinations, et puis après par les sages-femmes, et puis après par les médecins eux-mêmes. Et donc, on a essayé autant que faire ça pour faire avancer les choses, mais ça n'a pas marché. Et j'ai quitté cette majorité. Une autre personne était venue à la tête de l'action sociale et de la santé, en la personne de Jacques Martial-Henry, qui effectivement, comme l'a dit Samuel Bocher, a alerté aussi l'Assemblée à plusieurs reprises en criant, en disant que les moyens manquaient pour pouvoir faire marcher les PMI. Et là, rien n'a bougé. Ça veut dire que ce soit à votre époque ou à l'époque d'aujourd'hui, on n'a pas eu les élus qui ont été capables de faire bouger les choses, et vous en faites partie, Sarah ? Non, je ne peux pas dire, parce que nous avons essayé de faire bouger les choses. Oui, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, et c'est là où justement je ne comprends pas, et je me pose encore la question. Est-ce que c'est vraiment dans les élus, notamment, je ne parle pas seulement des élus de l'action sociale, mais les élus du Conseil général, lorsque ce cri d'alarme a été lancé, on pu prendre conscience que c'était quand même un problème récurrent, et que s'il arrivait au jour un problème, ce ne serait pas seulement un problème des sages-femmes, mais c'était surtout sur la responsabilité du président du Conseil général. On a parlé il y a quelques années de la problématique de l'enfance de l'ASE, aujourd'hui de la PMI. Mais je veux revenir un peu en arrière, Patrick. C'est-à-dire, lorsque moi j'ai pris la tête de l'action sociale, la première chose que j'ai faite, lorsque j'ai été interpellée par les sages-femmes et les médecins des PMI, j'ai commencé à faire une tournée des PMI. Et j'avais associé le président du Conseil général à l'époque pour que nous puissions nous déplacer, parce que ce n'est que lorsque l'on voit, que l'on constate, qu'on se rend compte des difficultés. Le président, pour des questions exégales, n'a pas pu se déplacer, mais j'ai fait cette visite avec le DGS qui était à l'époque M. André Dorso et la directrice Mme Anna Daubigny, et lorsque je suis revenue, j'ai fait un état de ces visites au président et à l'ensemble des élus pour faire sensibiliser et donner les moyens. Et les moyens, c'était quoi ? C'était dans le budget de la DSDS, c'est de pouvoir éclater une partie du budget et que la PMI puisse avoir son propre budget. Et ce n'est un budget autonome, en fait. Un budget autonome dans la DSDS pour qu'on ait une traçabilité de ce qui se passe dans les PMI. Parce que la PMI, c'est quand même un service important qui consulte toutes les femmes enceintes avant la grossesse et après la grossesse et les enfants. Donc aujourd'hui, si la PMI n'a pas son propre budget, nous assistons aujourd'hui à cette catastrophe. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Et je suis aujourd'hui fière d'avoir pu faire prendre conscience aujourd'hui à tout le monde, parce que quand je vous ai appelé il y a quelques jours, Patrick, en vous disant qu'il y a une urgence, il faut aller faire un état des lieux. Peut-être que les choses, en faisant cet état des lieux, que ça va peut-être faire changer la donne au niveau du département, mais aussi au niveau de tous ceux qui sont concernés par cette problématique. Mais quand on va sur place, on va donner des détails, même si c'est dur à entendre, on va donner des détails. Il y a des enfants qui sont amenés par leurs parents pour être vaccinés. Il n'y a pas de vaccin.
on leur dit d'aller voir un médecin du monde parce que on n'est pas capable de vacciner les gamins. Il n'y a pas de toilettes pour les mamans qui sont là, les futures mamans ou les nouvelles mamans. Nos caméras sont allées hier, elles vont derrière les containers pour faire leurs besoins. Le plancher s'écroule, les frigos de vaccins sont vides. C'est les infirmières et les sages-femmes elles-mêmes qui, sur leur propre denier, vont acheter le papier pour essuyer le gel. C'est incroyable ce qui a été vu. L'État, il y a des poules, des rats, à l'endroit même où il y a des enfants, des bébés. C'est hallucinant. Mais c'est pour ça, justement, encore, je le répète encore, Patrick, c'est pour ça que j'ai voulu que vous vous déplaciez, pour que vous puissiez le montrer et que la population et que tous les services aujourd'hui concernés puissent le comprendre. Parce que si les gens bouger un peu de leur bureau climatisé, aller voir dans les conditions de travail. Et aujourd'hui, je félicite Madame Fressé d'avoir eu ce courage de venir aux antennes, de répondre à vos questions. Et j'ai été surtout, moi, ce qui m'a encore beaucoup poussé à vous appeler, c'est lorsque j'ai reçu ce courrier, donc je vous en ai fait part hier, je voulais le faxer, le courrier du 20 septembre, où elle m'alertait de cette situation. Il y a aussi ce courrier du 13 février, où elle avait encore saisi la présidente du Conseil de l'Ordre national, qui a écrit à la directrice de l'ARS, qui a envoyé copie de ce courrier au président du Conseil général depuis le 13 février. Et nous sommes quand même aujourd'hui le 3 octobre et rien n'a bougé. Donc, pour moi, c'était nécessaire. Elle demande la mise sous tutelle. Est-ce que c'est pas exagéré ? Écoutez, moi, je ne souhaiterais pas en arriver à là. Mais effectivement, quand on voit l'état de délabrement des PMI, des conditions difficiles, vous avez parlé effectivement des toilettes où il n'y a pas de toilettes. Mais moi, ce qui m'a encore ému, c'est lorsqu'elle me dit, pour le tensiomètre, où il fallait coudre elle-même pour pouvoir faire tenir, mais pour 10 €, ou lorsqu'il n'y a plus de papier, ni d'essuie-mains, qu'il faut de ses deniers personnels pour elle et ses collègues, aller à la Somaco. C'est dommage que je prononce Julien Magasin, parce que c'est le moins cher pour aller acheter du papier, parce que ce sont les deniers personnels, pour pouvoir travailler et faire son travail, parce qu'elle aime son boulot. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, toutes ces sages-femmes qui travaillent dans ces conditions difficiles, tous ces médecins et tous ces infirmiers qui travaillent dans des conditions difficiles, je salue quand même leur courage. Et c'est ce courage-là qui m'a donné envie aujourd'hui de venir à ce plateau et lancer ce cri d'alarme pour qu'enfin le président du Conseil général et toute l'équipe des élus prennent conscience. Parce que ce n'est pas une affaire, la PMI n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire du département. Mais aujourd'hui, avec la demande de mise sous tutelle, moi je n'aimerais pas en arriver cela. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai interpellé le ministre des Outre-mer et le ministre de la Santé en leur faisant Sarah, état. quelle est la responsabilité de l'État là-dedans ? C'est bien une responsabilité du Conseil général, une responsabilité du département, où j'ai rien compris. Là, vous nous parlez de l'ARS, vous nous parlez du ministère de l'Outre-mer, on parle de l'État là. Oui, quelle est la responsabilité de l'État là-dedans ? L'État, dans le cadre de la solidarité nationale, moi je pense qu'on ne peut pas lâcher les Mahorais comme ça. Ouais. Le département, c'est dommage de le dire comme ça, a failli à ses missions dans cette problématique de la santé, du médico-social à Mayotte. Il faut à un moment donné, Dominique Baudis l'a dit effectivement pour l'ASE, si le Conseil général n'a pas les capacités, ne veut pas le faire, et aujourd'hui l'État ne peut pas non plus lâcher les Mahorais. Donc aujourd'hui, je ne demande pas moi la mise sous tutelle, mais je demande dans le cadre de la solidarité nationale de pouvoir aider ici Mayotte. On en est à ce point-là ? On en est à ce point-là, parce que si aujourd'hui on n'a qu'un budget de 5% qui est fléché pour la DSDS aujourd'hui, nous n'arriverons jamais à sortir de cette difficulté. Donc aujourd'hui, si le Conseil général ne flèche pas son budget dans ses choix politiques, dans tout ce qui est quand même plus urgent, nous n'arrivons pas. Et c'est pour ça que moi, je tendrai la main, je ne demanderai pas la mise sous tutelle, mais je ferai mon nécessaire. Aujourd'hui, je lance aussi un appel à tous les élus qui veulent participer à me donner un coup de main aussi pour pouvoir faire bouger les choses et qu'on puisse demander aussi à l'État de nous donner un coup de main pour faire marcher la PMI, sans pour autant faire une tutelle. Il y a urgence, Sarah, et vous avez bien raison. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Sarah Moussouni. Chose qui m'insupporte, en fait, c'est la tutelle, elle existe déjà d'une certaine manière, puisque nous avons l'Agence régionale santé qui a un droit de regard sur les conditions d'accueil du public et de sécurité et d'hygiène. Rien. Ils sont au courant de tout, ils ne bougent pas. Aucune pression. Il y a aussi l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, qui est venue à Mayotte et qui vient régulièrement, qui n'est jamais venue dans une PMI. Il y a aussi la commission d'hygiène et de sécurité, qui n'est jamais venue dans les PMI pour fermer l'accès, donner un avis, alerter les autorités.
Que fait l'État? Il y a une responsabilité directe tout de même. Alors pour revenir justement, l'IGAS est venu à Mayotte, à visiter les PMI. Un rapport est sorti, mais nous ne savons pas du tout. Alors moi, c'est là où la demande a été faite. Je demande à ce que nous puissions avoir quand même... Ce rapport soit rendu public. Que ce rapport puisse être rendu public pour savoir exactement ce qu'il en est. Nous n'avons toujours pas, ce rapport, alors que depuis le début de l'année, ce rapport est déjà sorti. Donc aujourd'hui, c'est vrai, moi je me pose la question, quand je vois ce courrier du 13 février qui a été adressé à Madame la directrice de l'ARS, où il n'y a pas eu de suite. Le président a eu copie de tous ces courriers, a été saisi, il a été interpellé plusieurs fois. Il n'y a pas eu de suite. Donc aujourd'hui, effectivement... Comment vous l'expliquez, Sarah, comment on peut rester insensible à ça? Allez, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté du Conseil général, comment on peut être insensible à ça? Alors, comment vous l'expliquez? Moi, je m'explique justement, c'est le fait que beaucoup de ces personnes ne se sont pas rendues sur place. C'est ça. Aujourd'hui, avec cet article, avec ce que vous avez montré hier dans les images, je pense que les choses vont peut-être bouger. Et c'est le but aujourd'hui de ma présence aujourd'hui. Et je n'ai qu'une seule demande, c'est que ces personnes qui travaillent, qui donnent leur travail avec beaucoup d'amour, qui bougent, quand on dit qu'ils dépensent de leur propre moyen en mettant la main à la poche pour pouvoir faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, c'est ce souhait-là que je dis aujourd'hui, que l'État, que le département puisse aujourd'hui, que chacun puisse prendre ses responsabilités. On me dira aujourd'hui, effectivement, les services de l'État nous répondront en disant que la PMI ne fait pas partie de leur attribution, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que parmi ces femmes qui viennent consulter dans les PMI, mais il y a aussi des cas pathologiques, mais les cas pathologiques ne rentrent pas dans le cadre des PMI, ça rentre dans le cadre du CHM. Mais quand on connaît tous les problèmes structurels que connaît le CHM, vous avez parlé hier de la problématique des médecins, où il y a un manque de médecins, ces femmes ne vont pas attendre des mois et des mois. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se dirigent dans les PMI. Et les PMI ne peuvent pas rejeter ces femmes-là. Ce serait non-assistance en personne en danger. Donc il y a tous ces cas-là, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'appelle vraiment à l'État que la PMI ne travaille pas seulement pour le département, mais au FIF fait des actes qui devaient revenir au CHM. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la solidarité, on doit aussi aider les PMI si aujourd'hui le Conseil général ne peut pas emmener ses missions à Sarah, on peut descendre encore plus bas, on peut tomber encore plus bas, puisque ces femmes qui ont la foi, qui se battent, vous le disiez à l'instant, sur leur propre denier, qui n'hésitent pas à dépenser leur propre argent pour aider, pour faire fonctionner ces PMI, certaines en ont assez et vont quitter Mayotte. Et c'est ce qui est dommage. Et ça peut être encore pire. Et ça va être pire. Vous imaginez aujourd'hui, j'apprends que la directrice de la PMI ne renouvellerait plus son contrat parce qu'elle en a ras-le-bord, elle est fatiguée, elle a essayé de tout faire changer, ça n'a pas marché. Des sages-femmes ont quitté les PMI pour aller au CHM. Donc au bout de quelques temps, effectivement, ça va être le désastre total. Et c'est là où, c'est dur de le dire, mais nous voyons aujourd'hui avec la problématique du SMIAM, c'est ce qui risque d'arriver avec la PMI. Moi, je n'aimerais pas en arriver à là parce que c'est quand même une attribution première C'est-à-dire qu'on pourrait du département. Un jour voir les PMI fermés? Fermés, c'est-à-dire repris par les services de l'État. En même temps, si le département n'y arrive pas, il va falloir trouver une solution, Sarah. Si la solution c'est l'État, il faut y aller. Alors là, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi je vais interpeller et j'ai commencé à préparer mon courrier qui va atterrir dans les bureaux du ministère des Outre-mer, du ministère de la Santé et même à l'Élysée pour qu'effectivement on puisse au moins comprendre. Parce qu'il n'y a pas seulement tout ça, mais peut-être qu'elle vous l'a dit aussi, mais vous avez aussi les visites à domicile. Comment pouvez-vous comprendre qu'un seul véhicule soit attribué au service de la PMI alors qu'on a plusieurs personnes à visiter? Sur 20 PMI, lorsqu'il y a des cas urgents, les problématiques des moyens, quand on parle aussi des fax, les résultats, lorsqu'il y a des résultats, le labo ne les remet pas aux intéressés, donc doivent les envoyer directement aux médecins, aux sages-femmes. Donc pour même de fax, on ne reçoit pas les résultats. Même pour le moindre petit examen biologique aujourd'hui, n'ayant pas les moyens, on ne peut plus les faire. Donc c'est la catastrophe. Aujourd'hui, c'est un appel au secours que je fais aujourd'hui au Conseil général, qu'on arrête aujourd'hui de dilapider les deniers publics sur des choix qui n'apportent rien à la population. On va faire danser une population une nuit, mais pendant des années, nous allons le regretter, souffrir et laisser des familles entières souffrir. Merci beaucoup, Sarah Moussoul. On a bien entendu votre cri d'alarme, l'urgence pour les PMI. Un temps de parole
compliqué, il fallait le faire. Beaucoup de remerciements et de courage aussi à cette dame qui a témoigné hier. Et à toute hier, son équipe. Et à toute l'équipe et à tous ces gens qui se battent au quotidien. C'est tout pour ce temps de parole. On y reviendra, ça c'est certain, mais j'espère avec des bonnes nouvelles. Tout de suite, la suite de nos programmes. Inch'Allah, comme on dit.